Il y a 17 jours, le silence lourd du Sahel a été tranché par le vrombissement précis d'un drone MQ-9 Reaper. Ce qui aurait pu passer pour une simple bavure technique ressemble soudain à une opération chirurgicale ratée menée loin des caméras mais au-dessus d'un pays déjà en tension. Quand un missile vise un convoi présidentiel en plein ciel africain, c'est bien plus qu'une erreur de ciblage qu'on tente de maquiller. Et au centre de cette trajectoire déviée se tient un nom, Ibrahim Traoré, dont la survie transforme cette frappe manquée en avertissement pour tout un continent. L'attaque manquée n'a pas seulement révélé une faille dans le ciel du Sahel, elle a ouvert une brèche dans la compréhension même de la souveraineté africaine. Dans les heures qui ont suivi, une évidence s'est imposée. Cet acte ne visait pas uniquement un chef d'État, mais la légitimité d'un continent à décider pour lui-même. La promesse centrale de ce récit est simple: comprendre comment un incident ciblé devient un levier géopolitique décisif. Si les preuves exigées par Ibrahim Traoré redessinent la perception du pouvoir, c'est parce qu'elles permettent aux Africains d'accéder enfin à une lecture sans filtre des rapports de force. Ici, le bénéfice pour Ongue tient en 10 mots: un cadre clair pour lire la souveraineté africaine contemporaine. Mais cette clarté s'accompagne d'un risque, celui d'affronter des puissances qui préfèrent l'opacité. Dès que les premiers rapports techniques ont été recoupés, un élément resté invisible au grand public a émergé. Le missile Hellfire Hermetics n'a pas dévié de quelques mètres, il a suivi une trajectoire calculée sur plus de 17 secondes avant de frapper un camion civil. Et ce détail, apparemment marginal, constitue en réalité la clé d'un basculement géopolitique beaucoup plus vaste. La frappe n'était pas un accident, mais l'expression d'une intention précise dans un espace aérien africain présenté comme sécurisé. À partir de ce point, tout ce qui semblait n'être qu'un épisode isolé a commencé à se réorganiser. Le silence des chancelleries occidentales, l'absence d'explications claires, la présence d'un drone là où aucun protocole ne l'autorisait. Le jour où le missile a manqué sa cible, le Burkina Faso s'est retrouvé propulsé au centre d'un jeu d'influence plus ancien que l'attaque elle-même. Les experts locaux ont rapidement noté que la technologie utilisée n'était jamais déployée sans validation politique, ce qui redonnait un poids considérable à la réaction calme mais ferme d'Ibrahim Traoré. Le contexte du Sahel, déjà marqué par des tensions entre puissances étrangères et gouvernements africains, a amplifié chaque détail. Les bases militaires héritées d'anciennes alliances, les opérations de surveillance menées sous couvert de lutte antiterroriste, les routes aériennes surveillées sans transparence. C'est dans cette zone grise, à la fois stratégique et fragile, que la frappe ratée a agi comme révélateur. Elle a mis en lumière la contradiction entre des discours plusieurs officiels sur la stabilité régionale et des pratiques de terrain beaucoup plus intrusives. En même temps, les réactions africaines ont montré une dynamique inverse, une volonté croissante de reprendre la main, de ne plus accepter les opérations clandestines, de redéfinir l'équilibre des forces. Le Burkina Faso, longtemps traité comme un acteur périphérique, est devenu l'épicentre d'un débat continental sur le droit à décider de ce qui survole son propre territoire. Et c'est précisément là que se referme la première Curiosity Loop. La frappe n'a pas seulement manqué sa cible, elle a exposé un système que beaucoup préféraient garder dans l'ombre. Au lendemain de l'attaque, une figure s'est imposée comme le fil conducteur permettant de comprendre l'enchaînement des événements: l'entourage rapproché chargé d'accompagner Ibrahim Traoré sur le terrain. Ce groupe, formé de conseillers techniques et d'officiers de sécurité, a été témoin direct des premières réactions, offrant une fenêtre rare sur la manière dont un État africain gère une tentative d'assassinat de haute précision. Leur rôle n'était pas de construire un récit héroïque, mais de restituer les faits tels qu'ils ont été vécus.
Le premier cas concret provient d'un officier chargé des routes d'évacuation. Selon lui, la décision de Traoré de ne pas quitter immédiatement la zone n'était pas un geste de défi, mais là une stratégie visant à préserver la clarté des preuves, éviter toute altération du site avant l'arrivée des équipes techniques. Ce choix, à contre-courant des protocoles classiques, a retenu l'attention des spécialistes africains. Il révélait une volonté de compréhension plutôt qu'une impulsion défensive. Un second témoignage vient d'un technicien radar présent dans le centre de contrôle. Il a constaté que les données envoyées par les capteurs confirmaient une trajectoire cohérente avec une attaque ciblée. Cette observation, transmise rapidement à la présidence, a permis d'écarter la thèse d'un accident mécanique, souvent brandi dans de telles situations. C'est aussi ce signal qui a motivé l'exigence de transparence immédiate. Ces deux fragments ne visent pas à glorifier l'entourage, mais de yokak mo hitong fa ung hisutok chotan utin. Car derrière les gestes, les choix et les analyses, une logique apparaît. La transparence devient une forme de défense. Avant l'attaque, le Sahel avançait dans un calme tendu, rythmé par des survols discrets et des renseignements fragmentaires. Après la frappe manquée, tout s'est accéléré, les chaînes de commandement, les analyses radars, les réactions nationales. Le basculement a été immédiat, presque mécanique, révélant un enchaînement d'actes que personne n'avait anticipé à cette vitesse. Le point de Quiche-Roi survient au moment où le MQ-9 Reaper franchit la verticale d'un couloir aérien non autorisé. Les opérateurs locaux détectent une présence anormale, une signature thermique trop stable pour un simple survol. Moins de 3 minutes plus tard, la trajectoire descendante se précise. Le missile Hellfire est libéré. La cible nominale, le convoi d'Ibrahim Traoré. La réalité, un camion civil frappé, 3 victimes et un choc immédiat dans les centres de contrôle. Le premier réflexe est instinctif, sécuriser la zone, verrouiller les transmissions, isoler les signaux bruts. Suit alors la montée en chaos trao. Les premières analyses arrivent par vagues. L'arme déployée n'est jamais utilisée sans validation politique. La trajectoire ne correspond ni à un tir défensif ni à une défaillance technique. Les officiers présents signalent que le drone n'a pas tenté de corriger sa cible en dernière seconde, ce qui exclut la thèse d'un tir improvisé. Pendant ce temps, la présidence reçoit les rapports consolidés. Traoré refuse l'option d'un communiqué précipité. Il exige que les équipes techniques restent sur place, prélèvent les fragments, extraient les données radar et consignent chaque élément. Ce choix inhabituel crée un effet domino. La scène devient un laboratoire à ciel ouvert pour établir une chronologie stricte. La tension grimpe encore lorsque les premiers regards évoquent une erreur de ciblage. À l'intérieur du pays, les experts comparent les signatures du missile avec celles relevées lors d'autres frappes étrangères dans la région. La similarité est frappante. Plus les minutes passent, plus l'explication officielle occidentale perd de sa cohérence. Au même moment, dans plusieurs capitales africaines, les ministères de la Défense demandent discrètement des copies des fragments récupérés. L'onde de choc commence à se propager au-delà du Burkina Faso. Puis arrive la Ducson. Les chancelleries occidentales se murent dans un silence uniforme. Aucune reconnaissance, aucune prise de responsabilité, aucun élément technique fourni. Cette absence devient elle-même un message. Sur le terrain, des analystes africains recomposent la chaîne d'événements. L'intrusion aérienne, la frappe, la trajectoire trop précise, le missile spécialisé, l'absence d'autorisation, puis l'absence d'explication. Et chaque fois qu'un détail manque du côté occidental, une donnée nouvelle apparaît du côté burkinabé, renforçant l'impression d'une opération soigneusement dissimulée. Ce moment marque un glissement plus profond. L'incident n'est plus seulement une agression militaire, ma trotan mo kotmok veut cuien tu
Les pays du Sahel y voient le signal qu'un précédent stratégique vient d'être brisé. Le Burkina Faso, lui, comprend qu'il vient d'entrer dans une phase où la vérité n'est plus seulement un outil diplomatique, mais un moyen de survie politique. Et c'est ici que la curiosity loop du P1 se referme. Une frappe manquée expose un système entier. Les premières données consolidées ont offert un socle rare pour comprendre l'attaque. Des chiffres précis, vérifiables, impossibles à écarter sous prétexte d'incertitude tactique. Le travail des équipes techniques burkinabées a permis d'assembler un ensemble cohérent où chaque mesure repositionne l'incident dans une logique plus large que celle d'une simple erreur de ciblage. Ces éléments chiffrés ne cherchent pas à accuser mais à clarifier en révélant ce que le récit opaque des puissances étrangères ne dit pas. Premier indicateur, 17 secondes de trajectoire descendante stable. Selon les techniciens, cette durée correspond à une fenêtre de guidage intentionnel, rarement observée lors d'une frappe automatisée. 17 secondes représentent, dans un espace aérien surveillé, un laps de temps suffisant pour corriger une cible ou annuler un tir. Cette durée longue signale une volonté d'atteindre précisément un point désigné. Pour beaucoup d'experts africains, ce chiffre invalide la thèse d'une déviation inattendue. Trop de paramètres concordent avec une frappe contrôlée. Deuxième indicateur, l'angle d'impact mesuré à 42 degrés. Les équipes chargées de l'analyse des débris ont constaté que la pénétration du Hellfire R9X correspond exactement au profil d'attaque utilisé dans des opérations ciblées contre des véhicules en mouvement. Un angle de 42 degrés, selon les analystes, ne résulte pas d'un tir improvisé. Cet angle calibré suggère une intentionnalité technique difficile à concilier avec un accident. Là encore, le chiffre agit comme révélateur du décalage entre l'explication occidentale et la réalité matérielle. Troisième indicateur, 3 victimes civiles identifiées sur le site. Le bilan humain, bien que rapidement confirmé, a produit un effet inattendu. Il a attiré l'attention sur la cohérence interne du récit burkinabé. 3 vies perdues sans justification ni reconnaissance internationale interrogent directement la responsabilité de l'opération. Ce chiffre réduit à néant les discours minimisant l'incident comme une simple anomalie. Pour le gouvernement burkinabé, ce bilan constitue un point de non-retour dans l'analyse politique du tir. Ces 3 mesures, posées côte à côte, forment une architecture de preuves que les observateurs africains ont immédiatement intégrées dans leurs évaluations. Elle montre que l'incident ne peut être traité comme une bavure, car chaque indicateur renforce l'hypothèse d'une frappe intentionnelle dans un espace où le Burkina Faso n'avait accordé aucune autorisation. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré de rendre publics les fragments, les données, radars et les analyses devient un acte politique inédit pour la région. Ces données produisent aussi un déplacement important. Elles imposent aux acteurs internationaux un niveau de transparence qu'ils n'avaient pas anticipé. Le fait que les autorités burkinabées aient collecté, organisé et partagé ces preuves marque une rupture avec les pratiques habituelles où les États africains restent souvent dépendants d'interprétations extérieures. Ici, le rapport d'expertise vient directement du terrain africain, construisant une narration technique que personne ne peut facilement contourner. En révélant ces chiffres, le Burkina Faso ne cherche pas seulement à établir une vérité factuelle. Il affirme la capacité du continent à produire une expertise souveraine, indépendante des discours dominants. Dans cette dynamique, les données deviennent un pouvoir. Elles remplacent le soupçon par la clarté, l'incertitude par l'analyse, et surtout, elles rappellent que la souveraineté commence par la maîtrise de l'information. 2 lectures majeures se sont imposées dès les heures suivant l'attaque, chacune portée par des arguments solides, chacune suffisamment cohérente pour mériter d'être examinée avant toute conclusion. Le but n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre la profondeur du débat
qui a émergé autour de la tentative avortée visant le convoi d'Ibrahim Traoré. Première thèse, l'hypothèse d'une bavure opérationnelle. Certains analystes soutiennent que l'incident pourrait relever d'une défaillance technique, un capteur perturbé, une identification erronée ou encore une mauvaise synchronisation entre le guidage du drone et la vitesse du convoi présidentiel. Selon eux, les opérations de surveillance occidentale dans le Sahel sont nombreuses, parfois superposées, et comportent des marges d'erreur accrues dans des zones où les conditions atmosphériques compliquent les calculs de trajectoire. Cette lecture met en avant un point simple: un système complexe produit parfois des résultats inattendus. Deuxième thèse, l'hypothèse d'un signal stratégique. À l'opposé, d'autres experts estiment que la frappe ne peut être comprise sans examiner la dynamique géopolitique du Sahel. Pour eux, la présence d'un MQ-9 Reaper dans un espace aérien non autorisé, couplé à l'utilisation d'un Hellfire RMX, une arme de précision rarement engagée sans aval politique, suggère un choix réfléchi. La frappe manquée ne serait pas un dysfonctionnement, mais un message rappelé à un État africain engagé dans une politique souverainiste qu'il se trouve désormais dans le champ d'attention des puissances étrangères. Dans cette optique, l'incident devient un avertissement codé, la synthèse critique, où mène l'examen factuel. Les données techniques détaillées dans les analyses préliminaires resserrent l'éventail des explications. La trajectoire stable durant 17 secondes, l'angle d'impact mesuré à 42 degrés et le fait qu'aucune autorisation de survol n'ait été accordée par le Burkina Faso fragilisent nettement la thèse d'un simple accident. Les fragments récupérés, la réaction calme mais méthodique des autorités. Le cadre matériel correspond davantage à une action contrôlée qu'à une déviation imprévue. Les faits disponibles penchent vers une intentionnalité maîtrisée, même si aucune puissance n'a choisi de la revendiquer. Ce point médian n'est pas une montée dramatique fabriquée, mais là, l'instant où les données recueillies se combinent pour produire une lecture entièrement nouvelle. La frappe manquée ne vise plus seulement un homme, elle révèle l'architecture invisible qui encadre la présence étrangère dans le Sahel. Les équipes ayant analysé les fragments du Hellfire R-non-mix ont constaté que les résidus métalliques correspondaient exactement aux modèles utilisés lors d'opérations ciblées ailleurs dans la région, ce qui élimine presque toute hypothèse d'un tir improvisé. C'est à ce moment, précisément, que le récit se retourne. Le calme maîtrisé d'Ibrahim Traoré, sa demande publique de transparence et la cohérence des analyses nationales ont déplacé l'équilibre. Le Burkina Faso n'apparaît plus comme une victime inattendue, mais comme l'acteur qui impose le rythme de la lecture politique. Le silence occidental, auparavant une zone grise, devient alors une pièce du puzzle, non plus une absence, Mamotinho. Et c'est ici que la curiosity loop du midpoint se ferme. Si la vérité sort de l'ombre, c'est tout le système de justification extérieure qui vacille. L'attaque manquée contre le convoi présidentiel n'a pas seulement exposé le tir d'un drone MQ-9 Reaper ou l'usage d'un missile Hellfire RMX. Elle a surtout révélé la fragilité d'un système géopolitique où chaque décision affecte 4 sphères distinctes: l'État, NN, les acteurs économiques, DN, la population, ND, et l'environnement régional, KV. Le Sahel, jusque-là silencieux, s'est retrouvé au cœur d'un rapport de force inattendu. Et au centre, la manière dont Ibrahim Traoré a choisi la transparence a redéfini les attentes dans l'ensemble de ses dimensions. 1. L'État, NN. Pour les institutions du Burkina Faso, l'impact a été immédiat. Nécessité de revoir les protocoles de surveillance, de clarifier les chaînes de responsabilité
et de renforcer les capacités nationales d'analyse radar. La réaction maîtrisée des autorités, sans escalade impulsive, a surpris de nombreux observateurs africains. L'exigence de rendre publiques les preuves a repositionné la manière dont un État africain peut répondre à une intrusion étrangère. Désormais, les gouvernements du Sahel disposent d'un précédent. Un pays africain peut imposer ses propres standards de transparence. Du côté des acteurs économiques, le secteur économique n'a pas été épargné. La simple présence d'un drone étranger non autorisé dans l'espace aérien burkinabé a provoqué des inquiétudes parmi les compagnies minières, les opérateurs logistiques et plusieurs investisseurs régionaux. Les entreprises actives dans le Sahel ont commencé à réévaluer leurs risques opérationnels. L'apparition d'une frappe de précision non revendiquée a rappelé que l'activité économique reste extrêmement dépendante de la stabilité géopolitique. Paradoxalement, la démarche de transparence imposée par le gouvernement Traoré a rassuré une partie des acteurs locaux, démontrant que la gestion de crise privilégiait la vérité plutôt que la dissimulation. Pour la population, la société burkinabé a subi les conséquences de manière directe. Les 3 victimes civiles tuées lors de la frappe ont rappelé brutalement que l'ingérence extérieure n'était pas un concept abstrait, mais une menace concrète touchant des innocents. Le fait qu'un missile de haute précision frappe un camion civil a mis en lumière la vulnérabilité des populations face à des opérations secrètes menées sans mandat. La réaction d'Ibrahim Traoré, calme mais ferme, a renforcé le sentiment de cohésion nationale. Pour de nombreux citoyens, la publication immédiate des preuves a constitué une reprise de pouvoir symbolique. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe sur notre propre sol. Sur le plan régional, à l'échelle régionale, l'événement a produit un effet domino. Plusieurs pays du Sahel ont réexaminé leurs mécanismes de coopération sécuritaire. L'incursion d'un drone étranger suivi d'une frappe spécialisée a mis en doute la fiabilité des accords de défense hérités des décennies précédentes. La position affirmée du Burkina Faso a inspiré des États voisins à demander davantage de transparence, de responsabilité et de respect de leur espace aérien. Certains gouvernements ont discrètement évoqué la possibilité d'un réseau de défense commun, scénario impensable avant l'incident. Au total, les conséquences dépassent largement le cadre d'une attaque avortée. Elles redéfinissent le rôle de l'État, la confiance du public, la stratégie des entreprises et l'avenir des alliances régionales. Et tout cela part d'un instant qui aurait pu coûter la vie à Ibrahim Traoré, mais qui a finalement ouvert un chapitre nouveau pour tout un continent. L'attaque manquée n'a pas seulement déclenché une onde de choc immédiate, elle a aussi ouvert une période d'incertitude stratégique pour les mois à venir. Dans un Sahel encore traversé par des rivalités d'influence, 3 trajectoires principales se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacune dépendra de la capacité du Burkina Faso à maintenir la transparence initiée par Ibrahim Traoré et du degré d'ouverture ou de résistance des partenaires régionaux. Dans une première trajectoire possible, dans cette trajectoire, le Burkina Faso poursuit sa stratégie actuelle: collecte méthodique des preuves, communication mesurée, renforcement progressif de la surveillance aérienne. Les États voisins reconnaissent l'importance du précédent créé par la frappe manquée. Nyung tiendo huptak vankan dedat. Le climat géopolitique reste tendu mais maîtrisable. Les puissances étrangères, bien que silencieuses, ajustent leurs opérations pour éviter une nouvelle escalade. Résultat: une stabilisation relative, sans transformation profonde, Nyungwa Kandia Kaohun dans toute la région. Dans une seconde trajectoire envisagée, ici, la transparence imposée par Traoré devient un catalyseur. Les pays du Sahel, Mali, Niger, Tchad, s'accordent sur un mécanisme de surveillance partagée.
Les ministères de la Défense harmonisent leurs protocoles, des plateformes d'échange de données émergent, et mots bouclier africain embryonnaire voient le jour. Les populations, galvanisées par la clarté des preuves publiées, renforcent leur confiance dans les institutions. Sur la scène internationale, l'Afrique impose une nouvelle exigence: la responsabilité explicite de toute opération militaire non autorisée. Si ce scénario se concrétise, le Sahel passerait d'une zone d'ingérence diffuse à un espace où l'autodétermination devient norme. Dans une troisième trajectoire plus fragile, dans cette projection, le silence occidental se prolongerait, alimentant la méfiance. Les drones étrangers poursuivraient leurs incursions discrètes, pendant que les États africains, faute de coordination, réagiraient chacun de leur côté. Les entreprises internationales ralentiraient leurs investissements, les tensions régionales se multiplieraient. Va, Nguidon, Bikwon, Vautintrang, Bot Onkeodai. La frappe manquée deviendrait alors un signal non traité, laissant la région vulnérable à de nouvelles opérations unilatérales. Penser souveraineté, mais agir en coalition durable. L'attaque manquée n'a pas seulement ébranlé les institutions, elle a touché quelque chose de plus intime, plus proche de chaque téléspectateur: la manière dont on perçoit la sécurité, la souveraineté et la capacité d'un pays à défendre sa vérité. Dans le sillage de cet événement, trois niveaux d'impact se dessinent clairement. Premier niveau, l'individu. Beaucoup ont découvert que la souveraineté n'est pas un concept lointain, mais une réalité qui, en quelques secondes, peut bouleverser des vies civiles. Les trois victimes du camion frappé rappellent que les décisions prises au-dessus des nuages retombent toujours sur des familles bien réelles. Pour le public, la question devient personnelle: qui contrôle réellement l'espace où nous vivons? La démarche de transparence d'Ibrahim Traoré offre ici un repère. La vérité peut être un acte de protection. Deuxième niveau, la communauté. Les discussions dans les quartiers, Trenman Sahoy et au sein des diasporas africaines, montrent un regain d'intérêt pour le rôle des États face aux puissances étrangères. La réaction méthodique du Burkina Faso a ravivé une idée longtemps étouffée: une communauté peut s'unir autour de la clarté et du courage politique. Cela a renforcé le sentiment d'appartenance, Mora un espace où les citoyens se sentent légitimes à demander des comptes. Troisième niveau, la génération à venir. Pour les jeunes Africains, l'événement représente un tournant. Ils voient qu'un président peut refuser le silence, qu'un pays peut s'opposer aux pratiques opaques. Va Rang Suminbak, Khomfai la Yeto, Xavoie. Cette génération, souvent désabusée, retrouve une fenêtre de projection. L'Afrique peut définir ses propres règles. Pour accompagner cette prise de conscience, Aigua Ignon émergeant naturellement. Suivre les faits avant les récits établis. Ne jamais considérer la transparence comme un signe de faiblesse. L'attaque manquée a ouvert une brèche. Nyung, c'est la capacité du Burkina Faso à transformer cette brèche en trajectoire stratégique qui détermine désormais les mois à venir. Dans un Sahel encore instable, les prochaines étapes doivent être coordonnées, mesurables et fidèles au principe central imposé par Ibrahim Traoré: la transparence comme fondement de la souveraineté. Voici 4 axes d'action, chacun associé à des responsabilités, une temporalité et des critères d'évaluation. Standardiser la surveillance aérienne, semaine 1-8. Les autorités burkinabées avec les États voisins doivent établir un protocole commun. Identification systématique des appareils, validation des trajectoires, archivage synchronisé des signaux radars. Indicateurs: temps de réaction aux intrusions et taux de corrélation des données partagées. 2. Centraliser les preuves techniques. Semaine 4-12. Créer une cellule interétatique dédiée à l'archivage des fragments, des images satellites et des résidus issus des analyses.
Cela garantit qu'aucun incident ne soit interprété isolément. Indicateurs, rapidité de mutualisation et cohérence des rapports techniques. 3. Harmoniser les protocoles de communication. Moi, 2.6. Un cadre commun de communication, format, délai, transparence, permettrait de réduire les distorsions informationnelles et les narrations concurrentes issues des puissances extérieures. Indicateur. Diminution des contradictions entre déclarations nationales. 4. Construire un mécanisme de défense collective. Moi, 4.12. Ce bouclier africain en formation reposerait sur le partage des renseignements, l'alerte précoce et des réponses diplomatiques coordonnées face aux violations de l'espace aérien. Indicateur, nombre d'États participants et fréquence des exercices conjoints. Au cœur de cette feuille de route, un principe domine. La souveraineté se défend par l'organisation transparente. Si ces étapes sont maintenues, le Burkina Faso et, à travers lui, l'Afrique peut rebâtir un espace stratégique moins soumis aux ingérences. Le technicien radar évoqué auparavant, celui qui, dans la pénombre d'une salle de contrôle, observait la descente du missile seconde après seconde, devient ici le fil qui ramène l'histoire à son humanité première. C'est lui qui a remarqué le premier que la trajectoire ne correspondait pas aux schémas habituels, et c'est à travers son regard que la réaction d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Là où d'autres auraient cédé à l'instinct, lui a choisi de s'appuyer sur les données brutes, les fragments collectés, les traces matérialisées par les capteurs. Dans ce silence technique, le technicien n'a pas seulement vu un tir manqué, il a vu un pays décider de ne pas détourner les yeux. Ce choix, affronter la réalité plutôt que la masquer, donne à cet instant une portée singulière. Le Burkina Faso n'a pas remporté une bataille militaire, ni il a remporté une bataille narrative, parfois plus déterminante dans le jeu géopolitique. Ce qui demeure au terme de cette séquence n'est ni la peur ni la sidération. La transparence change la trajectoire. Ce récit, né d'un instant qui aurait pu coûter la vie à Ibrahim Traoré, dépasse désormais le cadre d'un simple incident aérien. Il touche à une réalité plus large, la place de l'Afrique dans le monde, la capacité des peuples à protéger leur souveraineté, et la force de la vérité lorsqu'elle est révélée sans détour. Le choix du Burkina Faso de s'appuyer sur la clarté est devenu un symbole que chacun peut s'approprier. Mais une souveraineté ne se construit pas uniquement dans les centres de commandement ou les rapports techniques. Elle se construit dans le regard des citoyens, dans la manière dont les communautés réagissent et dans la volonté collective de soutenir la transparence plutôt que le confort du silence. Ce que vous venez de suivre n'est pas une conclusion fermée, c'est une ouverture. Et demeure une question, peut-être la plus essentielle. Comment, chacun à notre place, pouvons-nous renforcer la vérité dans un monde qui préfère l'ombre?